Moment de force et conditions d'équilibre, chapitre 8. Alors, pour introduire la notion de moment de force, qui est une grandeur physique nouvelle en fait pour vous, eh bien, on va d'abord parler de ce qu'on appelle le produit vectoriel. Le produit vectoriel, ça se trouve ici, hein, sa définition, elle est dans le cours ici, donc au milieu en fait de la page 43. Alors donc, le produit vectoriel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comme son nom l'indique, c'est un produit de vecteurs, mais en fait, vous connaissez, il y a un autre produit de vecteurs qu'on étudie en général avant le produit vectoriel, c'est le produit scalaire, qui donc, comment dire, utilise deux vecteurs, et quand on fait la multiplication par l'opération qu'on appelle le produit scalaire, eh bien, ce qu'on obtient, c'est un scalaire, justement, c'est-à-dire un nombre. Ça, c'est le produit scalaire. Le produit vectoriel, c'est quelque chose de différent, puisqu'on fait aussi une multiplication, on va dire, hein, entre deux vecteurs, donc c'est aussi un produit, mais le résultat n'est pas un scalaire, c'est un troisième vecteur. D'où le nom de produit vectoriel et donc la différence fondamentale qu'il y a entre le produit scalaire et le produit vectoriel, bien que dans les deux cas, je répète, on fait un produit de deux vecteurs. Alors, vous avez ici un exemple avec deux vecteurs, A et B, là, qui sont donc le vecteur A ici, et puis le vecteur B ici. Forcément, deux vecteurs, vu qu'on peut les translater sans changer la nature du vecteur, ils sont forcément dans un même plan. Ça, c'est obligatoire. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on considère ces deux vecteurs qui ont le même point de départ, on va dire, hein, pour une force, on appelle ça des points d'application. Et donc, ces deux vecteurs sont dans un plan. Et entre les deux vecteurs, il y a un angle ici qu'on appelle l'angle gamma. Alors, on note le produit vectoriel comme ceci, A avec un espèce de symbole qui est un V à l'envers, et ce V à l'envers, on l'appelle cross. Alors, pour la petite histoire, en fait, au début, le produit vectoriel, hein, par exemple, si vous avez le produit scalaire, on écrit le produit scalaire entre deux vecteurs, on écrit A point B. Ça, c'est le produit scalaire. Quand c'est le produit vectoriel, eh bien, on écrit V. Et vous pouvez encore trouver des traces. Hein. Si vous regardez sur Internet, peut-être que vous trouvez cette écriture. On écrivait A et puis on mettait une croix B. Et donc, ce symbole eh bien, était considéré comme le symbole du produit vectoriel. Et ce symbole, c'est une croix, et la croix en anglais, on dit cross, d'où le mot cross qu'il y a ici. Mais il se trouve que déjà avec le point, il y a une confusion avec le produit entre deux nombres, produit normal. Et puis ici, on dirait aussi la multiplication telle qu'on l'apprend quand on est à l'école, juste après l'école enfantine, disons. Donc on a la croix ici. Alors pour éviter la conclusion, cette croix, elle est devenue la moitié d'une croix en fait, hein, c'est-à-dire ça. Hein, l'autre moitié qu'on a enlevée étant ça. D'accord? Donc, ce symbole-là, c'est le symbole du produit vectoriel qu'on appelle donc cross. Alors, quand on multiplie vectoriellement deux vecteurs en faisant un produit vectoriel, A cross B, on obtient un troisième vecteur qui est le vecteur C. Alors, ce vecteur C, ici, il est représenté là, comme ça. Alors, quelle est la caractéristique? Quelles sont même les caractéristiques du vecteur C? Alors, évidemment, un vecteur, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a la direction, le sens et la norme du vecteur. Alors, quelle est la direction? Alors, déjà, la direction, c'est une direction qui est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs A et B. Ou plutôt au plan contenu, qui contient, on va dire, les vecteurs A et B. Donc, si par exemple, vous avez deux vecteurs qui sont sur une feuille, hein, je ne sais pas moi, un vecteur ici qui est A, et puis un autre vecteur ici en fait, qui est le vecteur B, eh bien, le vecteur A, ça c'est B, et puis ça c'est A, hein, admettons, eh bien, le vecteur C qui en résulte, c'est un vecteur qui va être perpendiculaire à la feuille. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment le représenter,
cas sa longueur, ne peut pas être représentée sur la feuille, puisque justement, elle est dans un plan perpendiculaire. Alors, la technique qu'on a, c'est que si le vecteur pointe en direction de vous, c'est-à-dire qu'il sort de la feuille vers vous, vous allez le représenter comme ceci. Et puis, si, bon, ce ne sera pas le C du produit vectoriel, hein, donc je ne devrais peut-être pas écrire C, hein, voilà, je vais juste écrire ça comme ça. Par contre, si il rentre dans la feuille et que donc, en quelque sorte, vous voyez fuir vos yeux, ben dans ce cas-là, vous le dessinez comme ça. Alors, ici, en l'occurrence, le vecteur, il aurait tendance à pointer dans votre direction, donc il faudrait l'écrire comme ceci. Ce dont on parle ici, c'est uniquement la direction. Donc, c'est une droite, la direction, qui porte le vecteur, qui est donc perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs dont on fait le produit vectoriel. Donc, on le voit ici, hein, ce vecteur C, il va être perpendiculaire au vecteur A, puisqu'il est perpendiculaire au plan qui contient le vecteur A, et aussi perpendiculaire au vecteur B. Donc, on a C qui est perpendiculaire à A, et aussi C qui est perpendiculaire à B. On a les deux. Alors maintenant, le sens. Ça, c'est le plus compliqué, on va dire, à comprendre, le sens. Hein. Alors, pour ce qui est du sens, eh bien, il est écrit ici dans le cours qu'on utilise ce qu'on appelle la règle du tire-bouchon. Alors, moi, je vous avoue que, étant donné que je ne suis pas un grand buveur, et surtout pas de vin, la règle du tire-bouchon, j'ai toujours un peu de peine. Mais disons que l'idée est la suivante. Vous prenez le premier des deux vecteurs. Donc, c'est le vecteur A, que je vais faire maintenant en rouge. Voilà, A. Puis ensuite, vous prenez le deuxième vecteur, le vecteur B. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est faire la plus petite rotation de A en direction de B. Donc, on considère ici la plus petite rotation qui amène le vecteur A sur le deuxième vecteur B. Donc, si vous faites comme opération, si vous faites A cross B, vous devez prendre le vecteur A et vous devez, en quelque sorte, par l'esprit, par la pensée, le bouger sur le vecteur B. Et le bouger par le plus petit angle. C'est-à-dire que ici, vous avez le vecteur A. Là-bas, là, vous avez A, là, vous avez B. Donc, pour faire passer A sur B, vous pouvez soit aller dans ce sens-là, soit faire tout le tour puis passer dans ce sens-là. Mais si vous faites tout le tour, ce n'est pas la plus petite rotation. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut tourner, c'est dans ce sens, c'est dans le sens que j'ai écrit ici. Alors, une fois que vous avez le sens, eh bien, on finit en appliquant donc la fameuse règle du tire-bouchon. Moi, je vais vous en apprendre une autre qui me paraît mieux, en fait. Hein. La règle du tire-bouchon, bah, c'est que si vous tournez le tire-bouchon, si vous le faites tourner dans ce sens-là, eh bien, le bouchon, il va venir contre vous. Puis au contraire, si vous, bon, on ne fait jamais ça, hein, mais si vous tournez dans ce sens-là, bah, le tire-bouchon, il aurait tendance à s'enfoncer. Non, ce n'est pas qu'on ne le fait jamais, hein, c'est donc ainsi. Je recommence. Si vous avez un bouchon qui est dans une bouteille et que vous voulez l'enlever, hein, prenez votre tire-bouchon, vous le posez dessus, et puis donc il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on regarde depuis en dessus de la bouteille, si vous tournez le tire-bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien à ce moment-là, le tire-bouchon va s'enfoncer dans le bouchon. Donc il va aller il va rentrer. C'est comme s'il rentrait ici dans la feuille. Et donc le tire-bouchon s'enfonce dans le bouchon. Ensuite vous tirez. Puis le bouchon est sorti. Et si maintenant, donc votre bouchon il est sur le tire-bouchon, mais en dehors de la bouteille, si maintenant vous voulez enlever le tire-bouchon, le tire-bouchon du bouchon, eh bien vous devez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour justement séparer les deux. On peut faire le même raisonnement avec une vis. Quand vous avez une vis et que vous voulez visser la vis, l'enfoncer justement, hein, donc votre but, vous avez la vis et votre but, c'est de faire en sorte que cette vis aille dans le sens de la feuille. Donc, si vous voulez qu'elle s'enfonce, vous devez tourner le tournevis comme ceci. Si par contre, elle est déjà vissée et puis que vous voulez la sortir, hein, donc la faire venir contre vous, eh bien, dans ce cas-là, vous devez tourner dans le sens inverse des aiguilles. C'est ce qu'on appelle donc la règle du tire-bouchon ou la règle du tournevis. Moi, je vous en propose une autre
il y a une condition à avoir qui, je crois, est complètement remplie chez chacun d'entre vous, c'est qu'il faut avoir une main droite. Donc, évidemment, si vous êtes manchot, là, de la main droite, vous ne pouvez pas l'appliquer. Hein. Alors, la technique, elle est très simple. Vous avez votre main droite comme ça. Vous arquez les doigts de la main de manière à faire un arc de cercle comme ceci. Et puis maintenant, si vous tournez dans ce sens-là, eh bien, c'est comme si vous avez, alors c'est difficile à faire, hein, donc si vous tournez dans ce sens-là, vous mettez vos doigts, la pointe des doigts, comment dessiner ce truc? Ça, c'est la pointe des doigts, avec la main là qui vient là, la pointe des doigts comme ça, et puis le pouce, si vous le mettez comme ça, le pouce, votre pouce, il vient contre ici, comme ça. Là, vous avez le reste de la main, là, avec le poignet. Bon, c'est un petit peu difficile à dessiner. Hein. Donc, ça, c'est le bout des doigts, là, ici. Évidemment, si j'étais devant vous en classe, vous verriez tout de suite. Hein. Mais bon, même comme ça, on le voit. Hein. Donc, le bout des doigts, c'est le bout des doigts ici. Et puis ici, ça, ce que j'ai dessiné là, ce machin-là, c'est le pouce. Donc, en fait, la direction du pouce qui pointe, si vous faites comme ça, là, en ce moment, elle pointe vers moi, hein, donc vers l'extérieur de la feuille, eh bien, ça correspond à cette rotation que j'ai exprimée là. Évidemment, si ça tourne dans l'autre sens, comme ça, eh bien, il faut retourner la main et donc la pointe du pouce, la direction du pouce représente la direction du résultat du produit vectoriel. Alors moi, je pense que cette règle, elle est un petit peu mieux hein, en fait que la règle du tire-bouchon. Enfin bref, ce qui compte, c'est de déterminer donc le sens en fait de cette flèche. Alors ici, donc, la plus petite rotation, elle est dans ce sens-là. Vous prenez vos doigts, hein, vous faites ça chez vous, là, vous regardez, vous faites passer A vers B dans le plus petit parcours possible et vous trouvez donc le vecteur C, hein, ici, qui donc pointe vers le haut. On a la direction, on a le sens, et maintenant, il reste la norme. Alors, pour calculer la norme, c'est assez simple. Hein, la norme de A cross B, eh bien, c'est A fois B fois sinus gamma. C'est-à-dire que la norme, elle représente, en fait, l'aire du parallélogramme qui est construit par les vecteurs A et B. Alors, ce parallélogramme, vous le voyez ici avec un petit effet de perspective. Vous avez, si je dessine en vert, le vecteur A, ici, et puis en bleu, le vecteur B, ici, eh bien, vous prenez le vecteur B, vous faites une parallèle ici, et vous prenez le vecteur A, vous en faites aussi une parallèle au bout de B, et vous avez donc ici un parallélogramme, et donc l'aire de ce parallélogramme, hop, l'aire, là c'est égal à la norme de C. Donc la norme du produit vectoriel. Alors, si on regarde les choses depuis en haut, même pas. Hein. Je vais prendre, je ne vais pas réinventer la roue. J'ai ici c'est moi qui ai écrit ce truc là en fait. Hein. Alors, hop, je descends. Voilà, la norme. Vous avez donc maintenant. Étant donné que A et B sont deux vecteurs qui sont dans le même plan, donc admettons qu'ils sont dans le plan de la page, eh bien, vous avez le vecteur A ici, le vecteur B ici, voilà, le vecteur B. On fait la parallèle à B, ça nous donne ça. On fait la parallèle à A, ça nous donne ça. Donc maintenant, je dois calculer l'aire en fait, de ce parallélogramme. Alors, je pense que vous vous rappelez un petit peu de ce qu'il faut faire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que si vous prenez ici, vous prenez la perpendiculaire à A qui passe par le sommet de B, hein, ici vous prenez une perpendiculaire, eh bien vous allez retrouver ici un triangle. Et ce triangle, vous le retrouvez ici. Donc, en fait, ce qu'on peut très bien faire, c'est faire comme si on avait un rectangle, comme ceci et comme ceci, avec finalement, je vais faire en violet cette fois, voilà,
ces deux côtés-là. C'est-à-dire que le petit triangle, par exemple jaune, qui est là, ben, on le retrouve ici. Donc finalement, ça revient à faire le côté violet fois le côté bleu. Et le côté violet, eh bien, c'est en fait comme longueur, c'est la longueur A. Et le côté bleu, c'est quoi en réalité? Le côté bleu, eh bien, si vous avez en vert ici le côté B, donc là il y a B, hein, donc cette longueur verte, c'est le côté B en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est le côté bleu. Alors le côté bleu, eh bien, on peut le calculer tout simplement grâce au fait que, je vais utiliser, qu'est-ce qui me reste là en fait? Bon, je vais reprendre du rouge. Vous avez l'angle gamma ici. Hein. Donc le côté bleu, c'est simplement B fois sinus gamma. Donc en fait, l'aire du rectangle, bah, c'est le côté A en violet, ici, fois le côté bleu qui est B sinus gamma en bleu. Et donc la norme totale du parallélogramme, qui est donc la longueur du vecteur C, hein, qu'on écrit donc C tout court, ou mathématiquement le vecteur C avec les deux barres de chaque côté, qui représente donc la norme du produit vectoriel, c'est donc A fois B fois sinus gamma. Donc en fait, il faut connaître, ça dépend en fait, ce produit scalaire, de la norme de A, de la norme de B et de leur direction l'un par rapport à l'autre, hein, via l'ongle gamma qu'il y a ici. Alors, on remarque quelque chose ici, c'est que si vous avez A et B qui sont parallèles, donc il y a deux cas de figure possibles. Il y a par exemple A qui est comme ça, et puis B qui est comme ça. Voilà. Donc, si vous avez, ça c'est B, et puis ça c'est A. Donc là, ils sont parallèles. Dans ce cas-là, quel est l'angle en fait? L'angle qui est entre les deux, ben, c'est un angle gamma qui vaut 0. Et donc, étant donné que sinus de 0, ben, ça fait 0, je l'ai écrit ici, eh bien, vous obtenez C qui est égal à 0. Donc, si c'est un vecteur dont la longueur est nulle, on peut aussi écrire que C vectoriellement est égal à 0, c'est-à-dire vecteur nul. Puis après, il y a l'autre cas de figure, parce que ça, c'est parallèle dans le même sens, mais il y a aussi parallèle dans le sens contraire. Hein. Donc, si c'est parallèle dans le sens contraire, hop, c'est-à-dire que on va mettre le vecteur B dans l'autre sens que le vecteur A, donc comme ceci par exemple. Hein. Donc là, vous avez le vecteur B. Eh bien, l'angle qui est entre les deux, cette fois, c'est un angle, c'est cet angle-là. Hein. C'est l'angle qui vaut 180 degrés. Donc là, il n'y a pas de préférence. Hein. Quand on parle de rotation la plus petite possible, c'est les deux les mêmes, hein, qu'on passe par un côté ou par l'autre. On a donc une rotation de 180 degrés pour amener A sur B. Eh bien, il se trouve que le sinus de 180 degrés, ça fait aussi 0. Donc, si là, ça fait 0, ben, du coup, la norme du vecteur C est nulle, et donc, finalement, le vecteur C est nul aussi. On a un vecteur nul. On a un vecteur nul dans deux cas de figure, oui, même trois. Hein. Si, évidemment, A ou B est nul, bon, ça c'est clair que s'il n'y a pas de vecteur, c'est difficile de faire un produit vectoriel, mais sinon, dans les deux cas de figure, ben, c'est soit ils sont alignés dans le même sens, soit ils sont alignés, mais dans le sens opposé. Alors, je reviens au cours. Donc, ici, on a défini les trois choses, direction, sens et maintenant la norme du produit vectoriel. Cette remarque, c'est celle que je viens de faire par rapport au fait que la norme est nulle et que donc le vecteur nul est obtenu si on a A et B qui sont donc alignés. Alors, maintenant, le produit vectoriel, il a des propriétés en fait qu'on va devoir utiliser, hein, c'est pour ça que je vous les présente ici, qu'on va devoir utiliser lors des démonstrations qui vont suivre. Alors, tout d'abord, c'est anticommutatif. Alors, anticommutatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, commutatif, ça veut dire que, par exemple, si le produit ou l'addition, c'est anticommutatif. Hein. Si vous faites 7 plus 4, ça fait 11. Puis si vous faites 4 plus 7, ça fait 11 aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut commuter les deux. Si au lieu de faire plus, on met un fois, bien, si on met un fois, c'est aussi commutatif. Ça ne fait pas 11. Hein. 4 fois 7, ça fait 28.
Si vous faites 7 fois 4, ça fait 28 aussi. Donc, l'addition standard et le produit standard sont commutatifs. Quand c'est anti-commutatif, ben, ça veut dire que le résultat qu'on obtient, eh ben, il est négatif selon qu'on va dans un sens ou dans un autre. Donc là, c'est par exemple le cas avec la soustraction. Si vous faites 4 moins 7, si vous faites 4 moins 7, ben, vous trouvez moins 3. Si vous faites 7 moins 4, ben, vous trouvez plus 3. Vous voyez, entre les deux, ce n'est pas la même chose, on obtient un signe opposé. Donc ça, c'est anticommutatif. Et donc, vous avez la relation ici. Si vous avez deux vecteurs, x cross y, ou bien y cross x, ben, si vous faites y cross x, vous obtenez moins x cross y. Donc, il y a un signe négatif qui apparaît ici. Ça vient du fait que ben, évidemment, si vous reprenez le schéma hein, qu'on avait ici, là, si au lieu de faire A cross B, on fait B cross A, ça veut dire que quand on va faire la rotation, on va aller dans l'autre sens. Donc, si on va dans l'autre sens, le vecteur B, il ne va plus aller dans ce sens-là, il va aller contre le vecteur C, pardon, il ne va plus aller contre en haut, mais il va aller contre en bas ici. Donc, on aura une valeur négative hein, par rapport à l'autre. Première des règles. Deuxième règle, elle n'est pas associative. Donc, elle, c'est l'opération, le produit vectoriel n'est pas associatif. Hein. Donc, associatif, ça veut dire, par exemple, ben, encore une fois, hein, si vous faites 1 plus 2 plus 3, c'est comme faire 1 plus 2, puis ensuite plus 3, ou faire 1 plus 2 plus 3. Ben, ici, ce n'est pas le cas. Hein. Si vous faites x cross et puis un autre vecteur qui est lui-même issu d'un produit vectoriel qu'on appellera y cross z, ça n'est pas égal à faire x cross y cross z. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les parenthèses sont importantes quand on fait des produits vectoriels de plusieurs vecteurs. Plus que deux hein, bien entendu. Par contre, elle est distributive par rapport à l'addition. Alors, là, vous avez deux propriétés. Hein. Distributive, ça veut dire, c'est la propriété que vous avez ici. Donc, ici, vous avez, ça veut dire, en gros, on peut faire des mises en évidence. Hein. Si vous avez x cross, et puis qu'ensuite, vous avez y plus z, eh bien, on peut écrire ça comme étant x cross y plus x cross z. Vous voyez, le x, il est là. Le y, ah pardon, je vais sortir le vert, je me suis trompé. Voilà, le y est ici, et puis là, on a x cross z. Donc, en fait, on a x cross y, c'est ce terme ici, x cross z, c'est ce terme-là. Donc, si on va dans l'autre sens, ça revient à mettre en évidence. Hein. Vous avez x ici et x ici, donc vous le mettez en évidence là, et vous faites produit vectoriel avec la somme de ce qui reste, y d'une part et z plus z de l'autre. Et puis ça va dans l'autre sens aussi. Si vous avez x plus y cross z, eh bien, on peut distribuer x cross z que vous avez ici, et puis en vert, mettons, y cross z que vous avez ici. Donc ça, ce sont des propriétés importantes, notamment la première ici, hein, celle-ci, et puis les deux dernières, ce sont des choses importantes que l'on va utiliser plus tard dans les démonstrations. Alors, le moment d'une force, eh bien, de quoi s'agit-il? En fait, le moment d'une force, grosso modo, bon, vous savez déjà probablement que en fait, l'action de deux forces peut avoir plusieurs effets. En fait. Alors, il se trouve que, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir les choses, mais je vais faire une tentative, mais de toute façon, ce n'est pas très compliqué à comprendre. J'ai derrière moi une porte avec une charnière. Je ne sais pas si je peux éclairer plus. Non, pas trop. Bon, ben, je vais faire comme ça. Le truc que je peux faire de mieux, c'est rapprocher légèrement le tout. Voilà. Et c'est pas terrible. Hein. Et donc, vous avez ici la porte avec la charnière. Je peux exercer une petite force avec le bout du doigt ici sur la porte et ça fait bouger la porte. Mais si je veux, je peux aussi appuyer là-bas. Hein? Je peux appuyer tout à l'opposé. Donc, je peux appuyer tout au bout
loin des charnières ou près des charnières. Dans les deux cas, je vais fermer la porte. Pourtant, la force que j'exerce, elle n'est pas la même. Parce qu'en fait, si j'appuie en direction vers les charnières, je dois appuyer plus fort que si on appuie tout au bout de la porte. Donc, il y a déjà une histoire de distance par rapport à l'axe de rotation qui est importante. Plus la distance est lointaine, plus le point d'application de la force est loin des charnières, plus c'est facile en fait. Donc, si c'est facile, c'est-à-dire qu'il y a moins besoin de faire d'efforts et que donc la force est de plus en plus efficace. Après, il y a une notion aussi de direction. Vous savez que si je veux pousser la porte ici, dans le but de la fermer, si j'appuie de manière perpendiculaire à la porte, c'est là où ça va être le plus facile. Si par exemple je tire sur cette porte ici comme ça, dans cette direction, dans la direction de la porte, eh bien je ne vais pas être efficace. D'ailleurs, je n'arrive pas à la bouger. Et si j'incline un petit peu, si je donne une inclinaison, alors à ce moment-là, ça devient de plus en plus efficace. Et là où c'est le plus efficace, c'est quand j'exerce une force de manière perpendiculaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de la manière dont j'exerce la force sur cette porte, en l'occurrence ici, eh bien, mon action, elle va être plus ou moins efficace dans le but de bouger la porte. Alors, le moment de force, ça représente l'efficacité d'une force qui est appliquée sur un objet à faire bouger cet objet. Mais attention, ce moment de force, il va dépendre en fait de deux choses. Il va dépendre de la force et il va dépendre en fait d'un point. En général, on appelle le point O en fait. Et c'est par ce point qu'est défini le moment de force. Alors, je m'explique. Vous avez ici la définition, hein, moment de force, ici. Étant donné un point O, on peut faire correspondre à toute force F un vecteur qu'on appelle le moment. Donc, le moment de la force F. On appelle ça, en réalité, la vraie dénomination, elle est juste ici. On appelle ça le moment de force, la force F, par rapport au point O. Alors, quel est ce moment? Comment est-ce qu'on le détermine? Eh bien, on le détermine de la manière suivante. C'est le produit vectoriel du vecteur position de son point d'application, d'une part, et le deuxième vecteur, c'est la force elle-même. Donc, ça se note comme ceci. M égale R cross F. Alors, F, c'est facile. C'est la force elle-même. C'est le F. Maintenant, il y a le R qui intervient. Alors, qu'est-ce que c'est que ce R? Alors, vous avez ici un exemple. Hein. Vous avez une force qui est exercée. Ici, attendez, je vais quand même faire les choses un petit peu mieux. Vous avez une force F qui s'applique ici au point A. Imaginons donc que vous avez donc là, je vais dessiner ça en brun, voilà. Vous avez la porte ici hein, que je voulais fermer. Donc ça, c'est la porte. Et puis ici, il y a la charnière. C'est un exemple hein, que je donne hein, ici. Et donc, moi, j'exerce une force F, cette force F en rouge ici, dans le but de faire tourner la porte autour de la charnière, hein, autour du point O, donc dans ce sens-là. Alors, moi, j'applique cette force au point A qu'il y a ici. Alors, on définit ce qu'on appelle, ce qui est marqué ici, hein, le vecteur position de son point d'application. Alors, le point d'application, il est ici, et on définit le moment par rapport au point O. Donc, en fait, le vecteur qui relie le point O au point d'application, ce vecteur-là, c'est ce qu'on appelle le vecteur R, qui apparaît ici dans la forme. C'est le vecteur position du point d'application. Donc, il s'agit maintenant de faire une multiplication, un produit vectoriel entre la force F que j'ai dessinée, j'aimerais juste, voilà, ça, entre la force F que j'ai dessinée en rouge et le vecteur R, en fait, ici, qui représente la position du point d'application par rapport au point O. C'est pour ça que quand on définit un moment de force, c'est le moment d'une force, donc, qui est caractérisé par son point d'application et par sa norme,
et par sa direction, mais c'est un moment de force par rapport à un point. Et donc, ce point, c'est ce point O, en fait, ici. Alors, c'est très important de bien appliquer les choses dans le bon sens. Hein. C'est M égale R cross F. Hein. On a vu que ce n'était pas la même chose que de faire F cross R. Hein. Donc, ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est faux. Là, on obtient la valeur négative de ce qu'on est en train de calculer. Donc, c'est vraiment R cross F. Alors, on peut voir une première chose, c'est que maintenant, si je reprends ma porte, je redessine ma porte, si j'ai la porte qui est ici, avec la charnière, donc ça, c'est la charnière, admettons que, je me suis trompé, charnière, bon, voilà, ok, hein. La charnière, et puis là, vous avez la porte. Alors, imaginons maintenant que j'exerce sur elle une force comme ceci. C'est-à-dire, je tire dans le sens de la porte. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'angle qui est entre les deux, que je voulais dessiner en jaune, en fait, en orange, là, hop, cet angle gamma, ici, il vaut 180 degrés, tel que je l'ai dessiné maintenant. Non, il vaut même 0, pardon, j'ai dit une erreur, hein, c'est un angle nul, en fait. Hein, il n'y a pas d'angle, puisque il n'y a pas d'angle, en fait. Hein. R et F vont dans le même sens, donc on a un angle nul. Donc, du coup, le vecteur C, hein, comme on disait avant, il est égal à 0, mais en fait, c'est le vecteur c'est le produit vectoriel entre R et F. Si les deux sont alignés ensemble, ben on obtient le vecteur M. Et donc, ce vecteur M, il est égal à 0 si gamma égale 0. Donc, ça veut dire que le moment de force est égal à 0. Et comme je vous ai défini le moment de force, ça représente l'efficacité de la force à faire tourner l'objet qui subit cette force autour d'un point O qui est ici ma charnière. Donc, ça veut dire que si j'exerce une force dans ce sens-là, eh bien, l'efficacité va être nulle. Donc, on n'arrivera pas à faire tourner la porte si on applique cette force dans ce sens-là. Par contre, non, peut-être pas autant que ça. Par contre, si maintenant je veux être le plus efficace possible, ben, vous le savez, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut être le plus efficace possible, eh bien, on va appliquer une force perpendiculairement à la porte. Donc, je vais l'appliquer comme ceci. Et donc, si maintenant cette force elle est appliquée dans ce sens-là, l'angle gamma qu'il y a entre les deux, il est où? Eh bien, vous avez le vecteur R, et donc il faut faire comment on appelle ça, une translation en quelque sorte. Hein. C'est comme si vous mettez le vecteur R comme ceci. Hein. En réalité, il est là, et on fait une translation pour que les deux vecteurs A et B soient, enfin A et B, donc R et F aient le même point de départ, on va dire. Et si vous faites R cross F et que vous amenez donc le premier vecteur R sur le deuxième, ben vous avez ici un angle gamma de 90 degrés. Donc dans la formule, sinus de gamma, c'est sinus de 90 degrés, et le sinus de 90 degrés fait 1. Donc, c'est là que vous obtenez la plus grande valeur possible du sinus. Alors, comme le produit des deux, M, hein, vous avez M est égal à R cross F. Donc, si vous voulez calculer le moment de force sans la direction, vous faites R fois F fois le sinus de l'angle. Et comme l'angle, il vaut 90 degrés, cette valeur-là vaut 1. Donc, vous avez la valeur maximale possible pour le moment. Donc, comme le moment représente l'efficacité, c'est avec une force de telle nature, hein, à 90 degrés de la porte, en fait, que vous avez le plus grand moment et donc la plus grande efficacité pour faire bouger donc, la porte. Donc, encore une fois, la manière qu'on a de faire tourner les objets dépend de la force qu'on applique, mais quand on dit dépend de la force, ça dépend du nombre de Newton, mais ça dépend aussi du point d'application et de la direction et du sens. Ça dépend de tout, en fait. Alors, maintenant, bon, j'ai fait tout ce dessin là-dessus, mais en réalité, je réalise maintenant que j'avais fait une version plus grande. Et voilà, alors je vais l'utiliser maintenant pour parler de ce qu'on appelle le bras de levier. Alors, je suis toujours ici hein, dans
pardon, ici. Alors, ouais, on va s'arrêter comme ça. Alors, vous avez ici une situation avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être, ouais, vous avez ici, excusez-moi, je recommence. Vous avez ici en rouge une force qui est appliquée sur un objet au point A, qui est donc le point d'application de cette force F. On veut déterminer le moment par rapport au point O qui est ici. Donc, vous devez dans un premier temps construire le vecteur R qui représente le vecteur position du point d'application A de la force par rapport justement à ce point O. OK? Alors, maintenant, si on veut calculer, vous avez donc, je vous fais une analogie, hein, vous avez C égale A cross B. Ça, c'est ce qu'on avait défini comme moment de force. Et on avait vu que C était égal en fait à A fois B fois le sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors maintenant, je remplace. À la place de C, j'ai le moment M. À la place de A, c'est R. Et puis à la place de B, c'est F. C'est vraiment comme ça qu'est défini le moment de force. Et bien du coup, la norme de C, c'est-à-dire petit c, devient la norme de M, c'est-à-dire un grand M, est égale à la norme de A, c'est-à-dire la norme de R, fois la norme de B, B qui est devenue F, fois le sinus de l'angle qui est entre les deux. Donc on a cette relation-là, M égale RF sinus gamma. C'est ce que vous avez ici dans votre cours. Alors maintenant, ce RF sinus gamma, comment est-ce qu'on peut le simplifier? Eh bien, je vous propose donc, c'est la même figure, mais un petit peu agrandie. Voilà, j'avais tout déjà préparé. Ça, c'est ce que je viens de dire ici. Et maintenant, l'angle gamma, il est où là-dedans? Eh bien, regardez bien. Hein, vous avez le vecteur R qui se trouve qui est posé, hein, on va dire, sur cette direction-là. Sur cette droite que je dessine en vert. Et puis, le vecteur rouge, ben lui, c'est-à-dire la force, elle est posée, il veut pas, voilà, elle est posée dans cette direction. Donc vous devez déterminer l'angle gamma hein, qui apparaît dans cette formule ici. Cet angle gamma qu'il y a ici, c'est le plus petit angle qui amène le vecteur R, donc la direction du vecteur R, elle est là, qui amène sur le vecteur rouge, F. Donc c'est cet angle-là. Ça, c'est l'angle gamma. Ça n'est pas celui-ci. Parce que vous voyez que celui-ci, il est plus grand. Donc, ce n'est pas la plus petite rotation, celle-là. Donc, c'est l'autre. Celle qui passe par là. Alors, maintenant, là-dedans, je vais introduire un nouvel angle, qui est donc le complémentaire celui-ci. Cet angle, je vais l'appeler alpha. Je pense que vous serez d'accord pour dire que, je vais tout écrire en jaune, hein, parce que le violet, ça ne sort pas très bien, que alpha plus gamma égale 180 degrés. Donc, gamma égale 180 moins alpha, n'est-ce pas? Dans la formule, on fait apparaître le sinus de gamma. Alors, le sinus de gamma, c'est égal au sinus de 180 moins alpha. Moins alpha, hop, voilà. Puisque gamma égale 180 moins alpha. Et il se trouve, d'après la trigonométrie, que le sinus de 180 moins un nombre, c'est égal au sinus de ce nombre. Donc, c'est égal au sinus alpha. C'est comme ça. Vous pouvez trouver ça dans les formulaires et tables. Je ne pourrais pas vous dire la page, mais c'est une propriété du sinus. Alors, du coup, bon, ça s'explique assez facilement en fait. Hein. Si vous avez le fameux, je fais ça très vite. Hein. Si vous avez le cercle trigonométrique ici, tac et tac, voilà. Et je vais faire en, disons, vert. Hein. Vous avez ici un certain angle et vous avez ici l'autre. Donc là, vous avez un angle, admettons que c'est alpha, et puis
J'aurais dû faire ça en bas en rouge, voilà. Hop, cet angle-là, c'est quoi? Ben, c'est 180 moins alpha. D'accord? Eh bien, si vous regardez, bon là, je n'ai pas fait les choses super bien, mais en fait, sinus, pour les deux, c'est la même valeur. Hein, c'est-à-dire, le sinus, c'est ce qui représente la coordonnée verticale, hein, selon l'axe ici qu'on appelle communément Y par rapport à celui-là qui est X. Ben, si vous regardez ces deux points-là, un qui est défini selon l'angle alpha, puis l'autre selon 180 moins alpha, ben, ils ont la même valeur de coordonnées selon Y. Et cette valeur de coordonnées selon Y, sur le cercle trigonométrique, c'est le sinus. Donc, on a cette relation qui est que le sinus de l'angle alpha est égal au sinus de l'angle. Je ne sais pas si je peux tout remettre. J'en ai fait beaucoup. Hein. Qui est le sinus de l'angle. J'aimerais bien, je n'aurais pas du tout effacé ça. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc maintenant, moi, ce que je vais effacer, c'est uniquement ceci. Voilà, tac. On va garder la conclusion qui est que le sinus de l'angle gamma égale sinus de l'angle alpha. On va garder ça. Alors, maintenant, dans notre formule, si vous regardez ce qu'on a ici, on a R fois sinus gamma. R, c'est ce côté ici. Alors, moi, je vous propose une chose, c'est depuis le point O, vous prenez une perpendiculaire au vecteur force, ici, et donc vous descendez ici perpendiculairement sur le vecteur force ici. Vous obtenez ce segment que j'ai marqué ici en bleu, qu'on appelle D. Quel est le lien entre D et R, qui est donc ici? Eh bien, vous avez ici un triangle rectangle avec l'angle alpha qu'il y a ici, et on voit que le sinus de cet angle alpha, c'est le sinopipe, le côté opposé, c'est-à-dire D, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire R. Et donc, quand vous retournez ça, vous avez que R égale D fois... Non, pardon, excusez-moi, j'ai une bêtise, hein, c'est D égale R fois sinus de l'angle alpha. Et comme l'angle alpha, le sinus de l'angle alpha, c'est le sinus de gamma, eh bien ça devient égal à R fois sinus gamma. Donc ça veut dire que dans notre histoire-là, dans le calcul ici, ça et ça, c'est égal à D. R fois sinus gamma, c'est égal à D, c'est-à-dire la longueur de ce côté qu'il y a ici. Donc en définitive, le moment de force peut être exprimé comme étant F fois D, tout simplement, où D, c'est en fait obtenu, je vais tout effacer, hein, hop, D est obtenu en prenant le point d'application et en prenant une perpendiculaire à la force. Ça, c'est ce qu'on appelle le bras de levier de la force par rapport au point O. Donc, on peut tout à fait utiliser ça comme pour faire les calculs, hein, c'est-à-dire une direction qui est perpendiculaire à la force et qui passe par le point O. Donc, on a une nouvelle distance, et cette nouvelle distance, c'est D, qu'on appelle donc le bras de levier. Ce bras de levier, évidemment, il va dépendre de F, mais il va surtout dépendre aussi du point d'application, bien entendu.